Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie TD du chapitre RMN. Donc, dans cette partie, on va faire quelques QCM d'anal. On va en faire 4-5, histoire que vous compreniez que le niveau attendu pour le concours sur un chapitre qui peut être aussi compliqué que la RMN n'est pas si élevé. Et donc, avec une bonne compréhension du cours, on peut normalement répondre à tous les QCM, à tous les QCU du concours. Cette vidéo ne vous dispense pas d'aller voir vous-même la correction du tutorat, qui est une correction un peu plus, on va dire, physique. Personnellement, la correction que je vais vous donner va vous permettre de répondre plus rapidement au QCM, mais si vous voulez des explications un peu plus poussées, n'hésitez pas à aller voir de vous-même la correction du tutorat. QCU 10 concernant la RMN, à propos d'une séquence en écho de gradient. Ok, séquence en écho de gradient, on est en temps d'écho, on est en TE. Item A, elle ne sert que pour les séquences pondérées en T1. Absolument faux. Le TE concerne surtout le T2. Ok, il concerne pas enfin, il peut concerner le T1 si on veut justement isoler le T2, mais elle ne sert pas que pour les séquences pondérées en T1. Elle est fausse. Item A est totalement faux. B, elle n'est pas sensible aux hétérogénéités du champ magnétique. Bon, cet item est logiquement faux. Pourquoi? Parce que, je ne vous en ai pas parlé, mais le champ magnétique n'est pas homogène. Il y a des zones, lorsqu'on étudie une imagerie, il y a des zones qui ont, dû au fait que le champ magnétique n'est pas homogène, il y a des zones qui ont un champ magnétique plus faible que d'autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça peut biaiser le signal, jusqu'à parfois perdre le signal que l'on tente d'obtenir grâce à la séquence écho. Et en fait, on ne peut pas vraiment supprimer l'hétérogénéité du champ magnétique. Et donc la séquence d'écho est effectivement sensible à l'hétérogénéité du champ magnétique, au fait qu'il y a des zones qui ont un champ magnétique plus faible que d'autres. Et donc non, l'item B est faux, elle n'est pas insensible à cela. Item C, elle ne comprend pas d'impulsion à 180 degrés. Bah, dans la vidéo que je vous ai faite, on n'a jamais parlé d'impulsion à 180 degrés, ça c'est une autre chose, donc l'item C est vrai. Maintenant, qu'est-ce que l'impulsion à 180 degrés? L'impulsion à 180 degrés, ça arrive lorsqu'on veut en fait limiter le déphasage des protons. Ce qui se passe, c'est que parfois, il y a des protons qui vont repousser plus rapidement que d'autres et donner lieu à ce qu'on appelle un déphasage. Et bien pour rephaser les protons, pour les remettre en phase tous ensemble et qui partent tous au même moment, pour avoir un signal correct et un signal du coup qui n'est pas biaisé, eh bien on va refaire une impulsion à 90 degrés juste après celle qu'on a utilisée pour faire l'impulsion juste à 90 degrés. Et donc ça donne une impulsion à 180 degrés. Et ça s'appelle la séquence en écho de spin, pas la séquence en écho de gradient. Donc ce n'est pas le cas ici, l'item C est faux. Item D, elle ne comprend pas d'impulsion à 90 degrés. Euh, Elle ne comprend pas d'impulsion à 90 degrés, bien sûr que si, donc l'item D est faux. Excusez-moi, j'avais dit que l'item C est faux. L'item C, il est vrai. Effectivement, elle ne comprend pas d'impulsion à 190 degrés. Item E, le TR est obligatoirement inférieur à 100 millisecondes. Déjà, quand on lit obligatoirement, ça devrait tilter, on doit se dire que c'est faux. Mais l'explication toute simple, c'est que le TR n'a pas de limite de temps. Le temps de repousse n'est pas limité par un temps, il peut être inférieur à 100 millisecondes. Et en plus de ça, la formulation de l'item est un peu étonnante, étant donné qu'on parle rarement d'un temps lorsqu'on évoque la séquence de repousse. On évoque le temps lorsqu'on parle de T1 ou de T2. Après, pour le TR et les TE, on parlera de TR court ou bien de TR long. Mais de toute façon, le TR peut être inférieur à 100 millisecondes. Donc l'item E, lui, est faux. Donc QCU 10, il n'y a que l'item C qui est vrai. Bon, de toute façon, c'est un QCU. QCU 11, concernant la RMN, laquelle des paires de temps de relaxation suivantes est impossible. Alors il faut savoir pour les temps de relaxation, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une impossibilité. C'est que le T2, si je représente notre repère, donc ici je vous rappelle c'est B0 et ici c'est l'axe MXY et ici on le représente aussi, mais c'est pas grave, l'axe MZ et B1 couche, voilà, B1 couche M à 90 degrés, ok.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que le temps de repousse de M autour de B0 est plus long que le fait de disparaître de MXY. T2 est environ vers là. T1, on avait dit que c'est environ vers ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la manière dont on va repousser M, quand elle va quitter MXY, c'est plus ou moins linéaire. Ça a la forme d'une courbe en tout cas. Alors que le temps de repousse au niveau du T1, c'est un mouvement circulaire. Pourquoi c'est un mouvement circulaire? Parce que B0 est un champ magnétique, donc M précesse autour de B0. Ça ne ressemble plus à rien, mais vous m'avez compris. Et donc le mouvement circulaire prend plus de temps qu'un mouvement, on va dire, en courbe ou semi-linéaire. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que T2 va toujours être plus rapide que T1. La disparition ou le temps qu'il faut pour atteindre T2 est forcément plus rapide que le temps pour arriver à T1. Donc T2 est toujours inférieur à T1. Toujours. Ça peut pas, c'est impossible que ce soit autrement. Et donc simplement là, il faut regarder quelles sont les valeurs où on a un T2 qui est supérieur à un T1. Le seul cas que l'on voit, c'est l'item D. Donc l'item D, c'est celui qui est vrai ici. Du coup, bon, il est faux scientifiquement, mais c'est l'item qui est vrai. Donc l'item D est vrai étant donné que T2 est supérieur à T1, ce qui est impossible. Q12. Concernant les séquences écho de spin, quelle est la proposition juste? Un TR court associé à un TE court permet de différencier sur l'image deux tissus ayant le même T1. Donc déjà pour répondre à cet item, il faut savoir dans quelle pondération on se trouve lorsqu'on prend un TR court et un TE court. Et bien pour ça, on revient sur notre schéma que l'on avait fait. Un TR court, qu'est-ce qu'on observe lorsqu'on prend un TR court? On prend la partie où on voit la différence entre les T1. Donc pour l'instant, on se dirige vers une pondération en T1. Et un TE court, on voit que j'aurais dû vraiment ne pas montrer de différence pour que ça soit vraiment plus clair. Bon, c'est pas grave. On voit qu'il n'y a pas moyen d'observer une différence entre les T2 et donc on ne voit pas la différence entre les T2 lorsque je prends un TE court. Et donc je suis uniquement en pondération T1. Et du coup, la question c'est est-ce qu'en pondération T1, on peut voir deux tissus ayant le même T1? Eh bien non, si on a deux tissus ayant le même T1, eh bien on ne verra pas la différence entre ces T1 puisqu'ils ont le même T1. Donc l'item A est faux, totalement faux. Un TE long est une condition suffisante pour différencier sur l'image deux tissus ayant des T2. Bah non, parce que si je prends un TE long, donc ici, si je prends un TE long, oui, je verrai la différence entre les T2 sur mon image, mais si je prends un TR court, eh bien je verrai aussi la différence entre les TR. Et ça donne une image qui n'a pas de sens. C'est une image pondérée en T1 et en T2. Sur l'image, on ne comprend rien du tout et elle n'est pas utilisée. C'est pas une image que l'on utilise, elle n'a pas de sens. Et donc, non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de choisir uniquement un TE long pour différencier sur une image deux tissus ayant des T2 différents. Il faut aussi prendre un TR long. Item C. Un TE court permet de différencier sur l'image deux tissus ayant le même T2. Bah, c'est la même chose. Non seulement il faut aussi donc non seulement on ne peut pas remarquer une différence si je prends uniquement des TR courts. Déjà parce que quand je prends un TE court, eh bien je ne vois pas de différence entre les T2, donc je me dirige vers une pondération en T1 de toute façon. Et deuxième raison pour laquelle c'est faux, ça aurait pas suffi parce qu'il faut, si on aurait dit TE long, ça suffit pas parce qu'il faut aussi prendre un TR long pour bien pondérer en T2. Item D. Un TE court permet de différencier sur l'image deux tissus ayant deux T2 différents. Bah, non, non plus, c'est encore faux. Si je prends uniquement un TE court, je ne verrai pas de différence sur les T2. Donc la C et la D, c'est à peu près la même chose. Et les deux sont fausses. Item E. Un TR long associé à un TE long. Ah là, on se rapproche plus d'une pondération en T2
permet de différencier sur l'image deux tissus ayant deux T2 différents. Effectivement, quand je prends un TR long et que je prends un TE long, je vois la différence entre les T2. J'aurais dû faire une flèche T2. Donc, c'est bon. Et quand je prends un TR long, je ne vois pas de différence entre les T1 sur mon image. Donc, je ne verrai que les T2. Donc, je serai en pondération T2. Et quand je suis en pondération de T2, ça me permet de voir la différence entre deux T2 différents. Maintenant, si les T2 ils étaient identiques, je vois aucune différence, étant donné qu'ils sont identiques. Voilà pour le Q12, c'était l'item E. QCM 13. Concernant le phénomène de relaxation, parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte? La repousse de l'aimantation longitudinale se fait plus lentement que la disparition de l'aimantation transversale, ce qui implique que les valeurs de T1 sont supérieures aux valeurs de T2. Eh bien ça, il faut le représenter en schéma, parce que pour des premières fois, on ne va jamais s'en sortir si on ne le représente pas en schéma. Donc je répète l'item, c'était repousse de l'aimantation longitudinale, donc la repousse de T1 en soi, se fait plus lentement que la disparition de l'aimantation transversale. L'aimantation transversale, c'est celle-là. T2, on voit bien que, bon, je ne le mettrai pas vers ici, T2 quand même. Vers ici, disparition de T2. Ce qui implique que les valeurs de T1 sont supérieures aux valeurs de T2, c'est-à-dire que T1 est plus long que T2. C'est totalement vrai. On coche l'item A. Le jour du concours, faut quand même lire les autres items, même si vous êtes plus ou moins sûr que l'item A est le bon. Juste au cas où, il faut quand même lire les autres items, mais on aurait pu clairement s'arrêter là parce que c'est forcément la A qui est vraie. Et étant donné que la 3.1 c'est des QCU, on peut s'arrêter là. Mais on va quand même continuer pour l'honneur. La repousse de l'aimantation longitudinale se fait plus lentement que la disparition de l'aimantation transversale, ce qui implique que les valeurs de T1 sont inférieures aux valeurs de T2. C'est tout bon pour le début, sauf que la fin est fausse, c'est supérieur et pas inférieur. C. La repousse de l'aimantation longitudinale se fait à la même vitesse que la disparition de l'aimantation transversale. Absolument pas. D. Les valeurs de T1 et de T2 sont indépendantes de la composition du milieu étudié. Bien, si c'était le cas, l'IRM ne servirait absolument à rien parce que c'est justement le fait que les T1 et les T2 sont dépendants du milieu étudié, de la composition du milieu étudié, qu'on peut obtenir une image. Donc absolument pas, la D est fausse. L'ordre de grandeur du T1 de l'eau est de 1 milliseconde à 1,5 Tesla. Ça, il faut le connaître par cœur. L'ordre de grandeur du T1 de l'eau à 1,5 Tesla, c'est 3000 millisecondes, pas 1 milliseconde. Donc l'item E est faux. La seule bonne réponse était la A. Q14. Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte? Le champ magnétique additionnel B1 est créé par des bobines de courant continu. Non. Pourquoi? Parce que B1 est un champ un champ magnétique que l'on va arrêter. Ok, on va le stopper. Et déjà, c'est pas un champ magnétique pour commencer, c'est une onde radiofréquence. Bon, je vous donne du coup le fait que la B aussi elle est fausse. Donc déjà, l'item A est faux pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un champ magnétique. On n'est pas sur la même chose que B0. C'est une onde radiofréquence. Et elle est à la fréquence, elle est ajustée à la fréquence de l'armor. Donc juste le début de l'item A est faux. Et en plus de ça, ce n'est pas des bobines de courant continu, étant donné que B1, on va le stopper. À un moment donné, on va le stopper. Donc ça ne peut pas être des bobines de courant continu, c'est du courant alternatif. Donc l'item A est doublement faux. L'item B, le champ magnétique additionnel B1, on peut s'arrêter là, ce n'est pas un champ magnétique, c'est une onde radiofréquence. Donc l'item B est faux. Et de toute façon, est-ce qu'il est parallèle à B0? Pas du tout. Il est perpendiculaire à B0 à 90 degrés, de manière à pouvoir rebalancer M. On n'est pas du tout parallèle à B0. Item C, B1 est une onde radiofréquence émise par l'aimant supraconducteur. Non, c'est B0 qui est émis par l'aimant supraconducteur, ce n'est pas B1. B0, c'est le champ magnétique très puissant. B1, lui, est émis par une antenne. Bon, du coup,
c'est l'item D qui est vrai. Est-ce que B1 est une radiofréquence émise par une antenne? Oui. Il y en a même, il me semble, deux. Une antenne qui va envoyer le signal et une antenne qui va recevoir le signal. Et ça, je vous invite à relire le cours pour plus d'informations. Euh, L'orientation de B1 ne dépend pas de B0. Pas du tout. Pas du tout. Il faut absolument savoir quelle est l'orientation de B0 pour créer un champ B1, enfin créer une onde, excusez-moi, B1, qui va effectivement être perpendiculaire à B0 et pas parallèle ou indépendante. Donc la bonne réponse pour ce QCM était la réponse D, excusez-moi. Q15. Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte? L'imagerie IRM utilise les rayons X pour former l'image. Pas du tout. L'imagerie IRM utilise la résonance magnétique nucléaire pour former l'image. B. L'imagerie IRM nécessite un aimant peu puissant pour créer le champ magnétique principal B0. Absolument pas, c'est un champ magnétique qui est 100 000 fois plus puissant que celui de la Terre. Donc on n'est pas du tout sur un aimant peu puissant. Le champ magnétique principal de l'IRM est environ 100 fois supérieur au champ magnétique terrestre. Non, justement 100 000 fois et pas 100 fois. Item D. Le rayonnement ionisant utilisé pour réaliser l'IRM est compris entre 1,5 et 3 mégabecquerels. On n'est pas du tout sur des mégabecquerels, on n'est pas dans la radioactivité. Donc l'item D est faux, on est sur des Tesla. E. L'unité E. L'unité de mesure de l'intensité du champ magnétique créé par l'aimant supraconducteur d'une IRM est le Tesla. Oui, justement. Et en général, c'est compris entre 1,5 et 3 Tesla. Et on peut même parfois avoir des champs magnétiques qui vont jusqu'à 5 Tesla. Voilà, voilà.